Bonsoir, on est mardi 16 janvier, voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui les travaux de la 3e séance du Conseil des ministres. Et plus de 22 millions de personnes donc ont besoin d'aide et de soins au Yémen. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la 3e séance du Conseil des ministres de la nouvelle année où 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Le Conseil a consacré l'essentiel de ses travaux ce matin à l'examen de la pénurie de logements dans le pays où une inadéquation donc existe entre l'offre et la demande de logements pour une ville en pleine expansion économique. La demande étant supérieure à l'offre. On estime à 2500 le nombre de logements qui doivent être créés chaque année donc, dans le pays, dont 60% de logements sociaux. La ministre déléguée chargée au logement a fait donc un point de la situation aux membres du gouvernement, évoquant l'apport du privé dans ces secteurs, de la contribution de la fondation IOG Droit au logement et enfin de la restructuration des quartiers de Balbala où la Banque mondiale a prévu une enveloppe de 2,5 milliards de francs pour réaménager ce quartier situé à la périphérie de la capitale. On écoute pour plus de détails le compte rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 3e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 janvier 2018. Étaient inscrits à l'ordre du jour 4 questions. La première question est relative à une communication faite par la ministre déléguée chargée du logement au Conseil. Notre pays est confronté à une inadéquation entre l'offre et la demande de logement. Effectivement, il y a un déficit et une insuffisance de logement. En effet, le rythme actuel de la demande dépasse le rythme de la production de logements et les populations à faible revenu sont davantage confrontées à la pénurie de logements formels. Par ailleurs, il y a le facteur de la croissance démographique annuelle qui est de l'ordre de 2,8% et une modernisation accélérée de l'ordre de 85% de la population qui vivent dans les villes. De même, il existe une prédominance de l'habitat précaire. Donc les besoins en logement sont de l'ordre de 2500 logements par an, dont 60% devront être de logements sociaux. Il faut dire qu'il y a une timide émergence aussi de la promotion immobilière privée. Par conséquent, la politique nationale du logement vise fondamentalement l'accès des ménages à faible revenu à un logement décent par la mise en place d'un cadre d'intervention axé sur une approche de facilitation et d'amélioration de l'accès à la propriété foncière. L'objectif prioritaire de la politique du logement sera recherché à travers l'aménagement de parcelles assainies et la production des espaces constructibles à l'échelle des besoins, l'instauration de financements appropriés pour la réalisation des infrastructures précaires en vue des opérations à caractère social. L'intensification des opérations publiques de logements sociaux et très sociaux, l'encouragement du mouvement de coopération entre les partenaires privés et publics, la mise en place d'un instrument financier, à savoir une banque de l'habitat, la recherche de la réduction du coût de construction, ainsi que la résorption de l'habitat insalubre et la poursuite des mesures incitatives pour les promoteurs privés, notamment en leur octroyant des avantages fiscaux. Quelques chiffres pour prendre la mesure des besoins et de l'offre de logement sur le marché de Djibouti. Entre 2012 et 2017, il a été construit près de 2000 logements répartis entre secteur privé et secteur public. Il a été produit aussi près de 3600 parcelles équipées. En ce qui concerne les logements en cours de construction ou dont le démarrage est imminent, le nombre est de 1654 logements. Pour les décasés de Doralé, les appartements financés par le fonds saoudien, les appartements PIN, les appartements de Tajoura, les projets également de 840 logements aussi financés par le fonds saoudien de développement, ainsi que le projet de 500 logements financés par le fonds arabe pour le développement économique et social. Les parcelles équipées en cours sont de l'ordre de 2100 parcelles au lotissement Barouako 2, PK12 Nord et Balbala Sud. Pour ce qui est de la cession à l'amiable, près de 1940 logements ont été cédés. L'autre programme important de logement est celui de la Fondation Ismaël Omar Guelleh.
Cette fondation s'occupe d'abord et avant tout de la frange de notre population qui n'a absolument pas les moyens d'acquérir un logement décent sous quelque circonstances ou conditions que ce soit, si ce n'est sous forme de dons, objet de la générosité des Djiboutiens et des Djiboutiennes les plus nantis à leur endroit. Dans le cadre de la fondation, 450 logements sont déjà achevés, pour certains répartis, et 1476 logements sont en cours de construction. En 2018, la construction de 1000 nouveaux logements seront lancés par la fondation Ismaïl Omar Guelleh. Ajouté à cela, il faut souligner qu'il y a le programme Zéro Bidonville. Il s'agit, dans le cadre de ce programme Zéro Bidonville, de résorber l'habitat insalubre du quartier 1 jusqu'au quartier Humbouli. Pour donner une impulsion et une meilleure visibilité au programme national Zéro Bidonville, la Banque mondiale a prévu une enveloppe de 2,5 milliards de francs Djibouti pour financer un projet pilote de restructuration du quartier Palbala ancien. Et le chef de l'État a ensuite signé 3 décrets donnant à Maître Mahdi Boulboul Ali l'agrément d'exercer la profession d'avocat et 2 autres nommant Mme Hasna Barkha Daoud et Salah Ali Roblé, respectivement conseillère technique auprès du Premier ministre et conseiller technique auprès du ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La deuxième question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat de M. Mahdi Boulboul Ali, qui lui est titulaire donc d'une maîtrise en droit, mention droit des affaires. M. Mahdi Boulboul Ali remplit les conditions exigées par la loi pour être agréé à l'exercice de la profession d'avocat. La troisième question est relative à un projet de décret portant nomination d'une conseillère technique. Mme Hasna Barkha Daoud est nommée conseillère technique du Premier ministre. La quatrième question également concerne un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Saleh Ali Roblé, précédemment premier secrétaire du conseil régional d'Arta, est nommé conseiller technique du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin une visite de courtoisie du nouvel ambassadeur donc du Japon à Djibouti, M. Koji Yonetani. Les discussions ont porté essentiellement sur les présentations de l'Assemblée, qui est le centre névralgique de la démocratie djiboutienne et du peuple djiboutien. Les deux responsables ont évoqué aussi les relations d'amitié qui existent entre les deux pays sur tous les plans dans le domaine du développement durable. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur japonais, lui a souhaité beaucoup de succès dans sa mission diplomatique à Djibouti et lui a assuré de sa présence en permanence pour lui faciliter la tâche. Et pour sa part, l'ambassadeur japonais s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé et a remercié le président en particulier. La visite de courtoisie de l'ambassadeur a été clôturée par l'offre de cadeaux de la part du président de l'Assemblée nationale en guise de bienvenue à Djibouti. Et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coordination entre l'Assemblée nationale et l'ONU-SIDA et dans l'exécution des lignes directrices du plan de plaidoyer parlementaire pour la protection des droits humains en général et des droits des personnes vulnérables en particulier, à savoir les personnes vivant avec le VIH-SIDA, le Parlement a débuté sa vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la problématique et par la commune de Balbala se poursuivra donc sur le long du corridor Djibouti-Éthiopie. Cette campagne fait suite à une série de discussions et sensibilisations menées par les femmes parlementaires en collaboration avec l'UNFD qui ont sillonné durant des semaines l'ensemble du territoire national. En pris part à cet atelier les élus nationaux, les élus communaux, les représentants du réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida ainsi que diverses composantes de la société civile. Cet atelier avait pour objectif d'informer et de vulgariser les instruments juridiques mis en place par l'organe législatif depuis 2007 et ce dans l'optique de protéger les droits des personnes vivant avec la maladie. Au cours de cette réunion, des différentes interventions, l'ensemble des participants ont tour à tour bénéficié de l'expertise du réseau national ainsi que des parlementaires pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation envers les personnes vulnérables tout en adoptant des mesures protectrices des droits humains.
Après la réunion des experts, c'est au tour des chefs d'état-major qui sont réunis donc ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Cette 23e réunion ordinaire des organes politiques des pays membres de la force en attente dans la région orientale. Alors, Hussein, quels étaient donc les objectifs de cette réunion? Effectivement, donc Ahmed, l'objectif de cette réunion donc était d'examiner le rapport des experts 6 en la participation donc des pays membres de l'ISAF, mais notamment des éminents experts versés dans le rudiment de la paix et la sécurité. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de ces retrouvailles à Djibouti entre les experts au grade militaire et décideurs politiques de l'IASF. Rappelons que la force en attente de l'Afrique de l'Est, connue sous le sigle l'IASF, est une organisation régionale intergouvernementale établie par un accord signé par les États membres. Elle est chargée de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Depuis sa création, l'IASF a développé et adopté une approche qui intègre les trois composantes multidimensionnelles, à savoir militaire, police et civile. Les personnels venant donc des États membres de l'ISF sont régulièrement réunis dans des formations intégrées pour des sessions de renforcement des capacités afin donc d'améliorer leurs connaissances et aptitudes dans les domaines des opérations de soutien à la paix. Merci Hussein. Et pour sa part, donc, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a dans son allocution rappelé que la République de Djibouti, avec sa devise donc unité, égalité et paix, a toujours œuvré pour la paix et la stabilité dans la région et notamment donc dans tout le continent. Plus loin, le ministre a souligné que tout pays donc responsable doit veiller au bien-être et à la stabilité de son voisin. Sous notre devise donc a martelé donc le ministre, Djibouti a enduré une paix durable dans une région en proie à la tourmente en dépit d'être donc une petite nation. Djibouti a toujours cru en contribuant à la paix et à la stabilité sur le continent. Nous croyons que sans la paix et la stabilité, le bien-être de notre peuple, le développement et le progrès de notre nation donc ne seront pas possibles. Nous croyons donc, a poursuivi le ministre, que notre paix et notre stabilité ne sont garanties que lorsque notre voisin et celui de notre région sont également garantis. Et le ministre a poursuivi donc que Djibouti ne relâchera jamais ses efforts pour contribuer à la paix et à la sécurité, car nous pensons, a-t-il dit, que nous ne pouvons être donc pacifiques et ne serons jamais stables et sûrs si nous ne nous soutenons pas les uns les autres. Et le secrétaire général donc de l'IASF a dans une interview donc rappelé les priorités de cette organisation. Nous l'écoutons. C'est une organisation tout d'abord intergouvernementale qui regroupe 10 pays, à savoir par ordre alphabétique le Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Soudan et Ouganda. Cette organisation est en charge pour la paix et la sécurité de la région. Comme son nom l'indique clairement, c'est une force en attente et c'est une force qui doit donc être déployée en cas de crise politique dans la région. Cette force a été créée en 2004 suite au génocide qui a eu lieu au Rwanda. Le gouvernement respectif de la partie de l'Afrique de l'Est et même du continent se sont jurés qu'il ne fallait pas refaire cette erreur. Pour Nouvelle Nationale, une délégation ministérielle conduite par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendue hier donc à Al-Hiba afin de constater de visu l'état d'avancement des travaux du terrain. Cette délégation donc était composée notamment du ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, du ministre de l'Habitat, Moussa Mohamed Ahmed, de la députée donc Fatouma Mohamed Kamil, du directeur du Fonds de développement économique de Djibouti, Ali Daoud. Et pour la parlementaire, donc Fatouma Kamil, également membre de l'association Atiofan, l'association qu'elle représente et l'initiatrice de ce projet soumis pour financement à l'ADDS qui a pris en charge la construction d'une clôture, d'un gradin ainsi qu'un local de stockage. Et quant aux 3 membres du gouvernement qui étaient sur place, ils se sont accordés donc sur le partage des travaux restants, à savoir le remblayage, les éclairages ainsi que les poteaux. Rappelons que ce terrain historique qui a vu naître de nombreux talents du football djiboutien est une véritable pépinière en la matière et a vu défiler également de nombreuses personnalités djiboutiennes. Et dans les différentes réactions, les riverains ont exprimé
exprimer leur joie et satisfaction quant à l'aboutissement de cet important projet. Et le directeur du Fonds de développement économique de Djibouti, M. Ali Daoud, a rappelé que ce terrain historique a toujours été le centre d'activité sportive de la cité d'Al-Hiba. Son état de dégradation les avait motivés à réagir en premier. L'association Atiofan, suivie par les riverains, et autour d'eux s'est tissé l'accompagnement gouvernemental. Il a aussi rappelé que le ministre de l'Équipement et des Transports était également engagé dans ce projet de réhabilitation, l'objectif étant d'en faire le lieu par excellence de convergence des jeunes. Nous l'écoutons. De la cité Al-Hiba. Il s'agit d'une ancienne aire de jeu historique qui a toujours été le centre d'activité sportive de la cité d'Al-Hiba. Ce terrain a toujours existé, mais depuis quelques années, il faisait l'objet d'un certain... il était un peu dégradé, totalement dégradé. Donc on a décidé de le réhabiliter. La réhabilitation a été initiée à l'initiative de l'association Atiofan et les utilisateurs et les riverains de cette aire du jeu. Autour de cette initiative aussi s'est tissé l'accompagnement des départements ministériels. Plusieurs départements, pour en citer quelques-uns, il y a eu le ministère évidemment de la jeunesse et des sports, avec en tête son excellence Hassan Kamil, et le ministère de l'énergie, le ministère de l'habitat. Ces trois ministres sont parmi nous cet après-midi, et d'autres départements ministériels également. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il y a aussi Mohamed Abdou Khadir, ministre des Transports, qui est concerné par ce projet. Et l'idée, ça a été de mobiliser toutes les bonnes volontés pour que ce terrain soit réhabilité totalement aux normes nouvelles. L'idée aussi, c'est d'en faire une véritable aire du jeu où les jeunes pourront jouer, s'exprimer, se rencontrer et mener des activités sportives évidemment, mais également sociales et culturelles. Et ce sera aux normes modernes, je le disais. En plus des équipements classiques, il y aura un éclairage adapté pour que, en plus des journées habituelles, on puisse... Santé à présent, 5e jour donc des activités de la caravane médico-chirurgicale dans le nord du pays. Déjà à Tadjoura, plus de 5000 patients ont été traités dans les différentes prestations et soins spécialisés. Et depuis hier, les caravaniers de la santé ont également entamé les activités d'opération chirurgicale pour les patients nécessiteux dans le domaine de l'ophtalmologie, de la chirurgie viscérale et de la petite chirurgie. En effet, ces opérations chirurgicales vont se poursuivre jusqu'au 18 janvier. On estime qu'environ une centaine de patients bénéficieront de ces interventions spécialisées qui compléteront le panel d'offres de soins proposées par la caravane médico-chirurgicale à la population de la ville blanche. Il faut souligner également que les habitants de cette région ont réellement saisi cette opportunité unique en affluant massivement au CMH de Tadjoura afin de bénéficier des consultations et des soins spécialisés qui sont prodigués par la caravanier de la santé. Pour rappel, la caravane propose une large gamme de spécialités, parmi lesquelles on dénombre l'ophtalmologie, la stomatologie, la cardiologie, la néphrologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL, la pédiatrie, la chirurgie ou encore la dermatologie. Aussi, d'autres activités comme le dépistage du cancer du col de l'utérus font également partie des prestations offertes. Le centre médico-hospitalier de Tadjoura continue de recevoir chaque jour de plus en plus de patients qui affluent de toutes les localités de cette région telles que Doura, Sagalou, Randa, Adailou, mais aussi de la région de Mabla en vue de profiter de cette aubaine pour se faire consulter. Par ailleurs, la pédiatre Dr Fouzia effectue une visite spéciale sur place à l'orphelinat SOS Village où les 92 résidents ont été consultés et soignés dans le cadre de cette caravane. Et le directeur de ce centre, Ali Obakar, a remercié de vive voix les caravaniers pour leur extrême bienveillance à l'égard des enfants qui résident à SOS Village et qui ont tous reçu un check-up de la part de la pédiatre. Et nous avons recueilli également les réactions des personnalités de la société civile et des notables de la ville blanche concernant ces activités de la caravane. Ils ont exprimé unanimement leur satisfaction en adressant leurs sincères remerciements à toute l'équipe de la caravane. Nous sommes venus constater des visu ce qui se passe à l'hôpital, au CMH de Tadjoura. La deuxième caravane se déroule très bien, personnes qui ont été soignées. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de monde.
c'est une très belle initiative et un grand remerciement au ministre de la Santé, Dr Jama, pour cette initiative. Parce que les gens, comme on les connaît, en majorité, n'ont pas de moyens. Et le fait que la caravane se rend dans les localités, dans les chefs-lieux, pour les gens de la localité, c'est une très bonne initiative, louable, et nous les remercions beaucoup. Merci. Et parallèlement à cette caravane qui a débuté dans les régions du nord du pays, l'Institut national de santé publique de Djibouti a lancé des opérations de pulvérisation pour éliminer les moustiques, les mouches et les vecteurs apparentés. Des équipes de l'Institut national, donc composées d'entomologistes et d'agents d'hygiène, effectuent donc des activités d'identification et de destruction de gîtes larvaires dans tous les quartiers à risque de la ville d'Obok. Ces opérations prospectives donc permettront de cartographier et de détruire les gîtes larvaires potentiellement vecteurs du paludisme. Ces opérations se déroulent à Obok, ville, ainsi que dans les différentes sous-préfectures de la région d'Obok. L'objectif donc étant de réduire la multiplication des moustiques, principal vecteur de la transmission du paludisme, d'agir sur les mouches et insectes responsables des infections diarrhéiques ou autres maladies. Notons toutefois qu'à travers ces interventions, l'INSPD vise à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et réduire ainsi l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer des éventuelles épidémies. Fait divers à présent, un jeune piéton a trouvé la mort et 13 blessés légers ce matin vers 7h30 heure locale dans un accident entre un bus et un pick-up survenu à l'angle de l'intersection du boulevard Hassan Gouled, ancienne route d'Arta, et l'avenue 26. L'accident a eu lieu entre un bus assurant la navette entre Djibouti-Ville et la banlieue de Balbala et un pick-up qui s'est dirigé en sens inverse. Selon les éléments d'information émanant de l'enquête préliminaire effectuée par la sécurité publique de la police nationale, le chauffeur du bus semble avoir donc grillé le feu rouge et roulé à grande vitesse. Le bus a fauché un jeune piéton avant de finir sa course dans un bâtiment en construction proche de l'annexe 4-6 Nguela du RPP. Outre la jeune victime fauchée, l'accident a fait également 13 blessés légers qui se trouvaient à bord du bus. Rappelons que la prudence reste de mise pour éviter de tels accidents. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, se sont poursuivis donc à la prison centrale de Gabod avec les jeunes détenus incarcérés les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. À cet effet, le comité d'organisation a rencontré les jeunes donc ont vu de les préparer à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat donc inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra à la fin de ce mois de janvier. Des échanges donc interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Le colonel Mohamed Jama Younis, directeur du centre de détention pénitentiaire, s'est d'abord entretenu avec la délégation, expliquant les initiatives déjà entreprises en faveur des jeunes détenus durant leur séjour dans cet univers carcéral, dans le cadre de la politique de réinsertion socio-professionnelle initiée par le gouvernement. Et avant de rentrer dans le vif de l'atelier, donc le colonel a présenté aux visiteurs les travaux d'entretien effectués par les jeunes formés à Gabod. Et rappelons donc que de nombreuses questions ont été soulevées donc par les jeunes au cours de leurs interventions et qui seront retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu samedi dernier donc de feu Mako Madar Boulé à l'hôpital militaire soudanais. La défunte âgée de 73 ans était l'épouse de feu Abbas Jama Khairé et la grand-mère également paternelle de notre collègue du service commercial Raksan Nasser Abbas. La défunte laisse derrière elle 8 enfants et de nombreux petits-enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte et prient le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Asma. Bonsoir Asma. Bonsoir à vous. Alors, plus de 22 millions de personnes ont maintenant besoin d'aide, Asma, au Yémen, où le risque de famine se propage avec la guerre entre les rebelles soutenus par l'Iran et le gouvernement appuyé par l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'ONU. Oui, alors c'est un nouveau rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies qui a noté que 22,2 millions de Yéménites, soit 76%
de la population ont besoin d'aide dans ce pays pauvre et en guerre, soit une augmentation de 1,5 million de personnes au cours des seuls 6 derniers mois. Eh bien, le risque de famine est également en hausse, avec 8,4 millions de personnes confrontées à la faim contre 6,8 millions en 2017. Eh bien, ces chiffres couvrent plus de la moitié des districts du pays, dont 72 des 95 zones les plus exposées au risque de famine. L'année dernière, les Nations Unies ont déclaré que le Yémen était le théâtre de la pire crise humanitaire du monde. La guerre oppose des forces, on le rappelle, gouvernementales aux rebelles Houthis, issus de la minorité branche du chiisme, qui ont conquis de vastes territoires dans la capitale Sanaa en septembre 2014. Et rappelons, Ahmed, que le Yémen dépend largement de l'aide internationale et des importations alimentaires qui font donc l'objet de restrictions. Et enfin, donc, Asma, en Palestine, cette fois, le Conseil central de l'Organisation de libération de la Palestine avait été convoqué à titre exceptionnel pour répondre à la décision de Donald Trump du 6 décembre dernier de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Oui, alors effectivement, le Conseil central palestinien a appelé hier l'OLP à suspendre la reconnaissance de l'État d'Israël lors d'un vote à Ramallah, donc en Cisjordanie. Le Conseil central a chargé le comité exécutif de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'État de Palestine dans ses frontières de 1967, annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation. Selon un communiqué, donc, ce vote a recueilli 74 voix pour, 2 contre et 12 se sont abstenus. L'OLP est très connu comme l'organisation représentant l'ensemble des Palestiniens. Son comité exécutif est la seule instance habilitée à prendre les décisions engageant les Palestiniens dans le cadre du processus de négociation avec Israël. Merci Asma pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.